cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Alors, bienvenue à ce nouvel épisode d'Entretien avec un guerrier. Ce soir, on reçoit un vétéran des arts martiaux, Sensei François Guérard. Bonjour Sensei, ça va bien? Ben oui, bonjour. Bonjour merci, à vous deux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est super content de vous recevoir. On a enfin quelqu'un qui va nous parler d'autre chose que du Kempo. On aime beaucoup notre style, mais c'est intéressant. Notre but, c'est aussi d'explorer d'autres avenues. Fait que, non, mais sans blague, on était content de pouvoir parler avec vous puis de voir votre background puis peut-être pouvoir nous expliquer les particularités de votre style puis son historique. Fait que commençons par le commencement. Vous venez d'où? Les arts martiaux, c'est arrivé quand dans votre vie? C'est ça, cet après-midi, comme pour me préparer à la rencontre, j'essaie de faire du mélange dans les souvenirs. Qu'est-ce qui est arrivé? Je suis vraiment poche pour ça. J'ai 47 ans, puis j'ai commencé à 8 ans. Fait que, OK. De là à là, qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Plein de choses. Je suis né à Montréal, mais j'ai commencé les arts martiaux dans la région d'Ottawa, OK. à l'époque, oui. Avec quel sensei dans le temps? Ouais. Fernand Cléroux, qui est très connu en Shitoryu. Oui, c'est mon premier professeur de... C'était quoi le nom de l'école? Parce que moi, je suis de l'Outaouais. Cléroux Karaté. C'est Cléroux Karaté. Ça existe encore aujourd'hui? Oui, mais Sensei Cléroux est mort depuis quelques années déjà, là, mais je pense que le dojo existe encore. Puis il y a encore des gens qui enseignent. Je vais regarder ça. Les années ont passé. J'étais volage. J'ai essayé d'autres choses aussi, que ce soit Muay Thai, différentes bébelles. Éventuellement, je suis migré au Goju-Ryu, à Montréal-Nord toujours, Monsieur Brabant, pendant quelques années. Un autre très, 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 très grand monsieur, très, très bon professeur. Continuer, évoluer, essayer d'autres choses. Aikido, Iaido. Mais le karaté, c'est toujours demeuré comme la trame narrative qui lie un peu tout dans mon parcours. Éventuellement, Goju-Ryu était plus là, fait que j'ai migré vers le Kyokushin avec Sensei de la Chiyopa à Montréal. OK. Puis, ça, c'est mes gros morceaux de karaté. Un peu volage, un peu à gauche, à droite, mais ça a été mes gros morceaux de karaté. Après ça, j'ai eu je pense que comme beaucoup de gens qui ont fait des arts martiaux comme moi, avec les premiers UFC, on s'est fait comme « Hein? » Ouais. Il y a eu comme ça un effet de « Hein? » de casser. Ils se battent à terre. Hein? Il faut se battre à terre. C'est ça. C'est ça. Au début, tu as comme un effet de « Non, nous autres, on fait pas ça dans notre style. » Après ça, tu fais comme « Attends une minute, il y a quelque chose qui marche pas avec ce que je dis. » Puis, j'ai toujours été quelqu'un qui pose trop de questions. Je pense que c'est ça mon gros défaut, mon vilain défaut. C'est une qualité aussi. Là. Je pense que c'est comme ça que les arts martiaux survivent, parce que c'est en évoluant puis en se posant des questions. Vous avez la chance d'être avec Kiyoshi Pierre-Saunier. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement ouvert, très ouvert aux idées des autres, vraiment très... les idées circulent facilement. Il est intéressé, il est intéressant. C'est pas le propre de beaucoup de professeurs de karaté, je vous dirais. L'ouverture d'esprit, vous voulez dire, ouais? Oui. Je suis une époque où, avant YouTube, puis tout ça, l'autorité du sensei s'arrêtait avec le pas de la porte du dojo. Je veux dire. Tu regardais pas ce qui se passait ailleurs, puis tu questionnais pas ce qui se passait ailleurs, puis ton sensei, la personne qui était devant toi, était la personne qui détenait la vérité sur tout. À partir du moment où tu ouvres les vannes, puis YouTube, puis regarde ça partout, bien là, à ce moment-là, les gens s'intéressent à ce qui se passait ailleurs. Mais l'ouverture à l'autre, là, non. C'est récent. Je pense que c'est l'effet YouTube qui accélère tout ça. À ce moment, les gens n'ont plus le choix. Mais avant, c'était quelque chose d'extrêmement mal vu, je dirais, de remettre en question, puis de dire est-ce que ce qu'on fait est vraiment la meilleure des choses? Moi, je comprends ce que tu dis. Je trouve ça vrai. Mais en même temps, ça oblige les professeurs à se tenir à jour puis à être
il s'accroche. Parce que, tu sais, si tu veux pas que ton élève fasse comme, ben là, non, tu sais, il voit là, sur vidéo, là, qu'est-ce qu'il y a à faire, ou ben donc, tu sais, les professeurs qui se tiennent plus à jour, fait que t'as pas le choix de faire ça, tu sais. Ça augmente la qualité du prof à la fin de la journée, là, je pense. Oui, mais c'est récent. Oui. C'est pas 20 ans, là. C'est comme. C'est dans les 5 dernières années, parce qu'avant ça, 5-10, parce que. Ben, avant YouTube, comme Avant YouTube. Ouais, c'est ça. C'est l'effet YouTube. Définitivement. Puis, dans le fond, dans le style que vous enseignez aujourd'hui, il est arrivé quand dans votre parcours? Ça vient le style. Mon professeur, c'est Hanshi Patrick McCarthy, qui est une sommité internationale dans le monde des arts martiaux, définitivement. Un des très grands maîtres, je pense, du 20e siècle, du 21e siècle, tant sur le plan technique, mais beaucoup, beaucoup aussi, justement, pour l'effet kaboom qu'il a provoqué, je pense, à battre, justement, les cloisons entre les styles. Puis à se dire, regardez, là, réfléchissons collectivement ensemble à ce que l'on fait. Mettons-nous ensemble et réfléchissons à ce que l'on fait pour enrichir collectivement nos connaissances. C'est ça beaucoup l'effet. Le style Koryuchi Nadi Kempo Jutsu, qui veut dire vieille boxe d'Okinawa. C'est un style, mais c'est davantage une méthode ou une approche pour comprendre les arts martiaux issus d'Okinawa qu'on appelle karaté. OK. Super. Puis, dans le fond, ça, c'est arrivé récemment? Ça fait combien d'années que vous... c'est avant YouTube. OK, ouais. Vous l'avez rencontré comment, sans YouTube? Oui, c'est ça. À l'époque, je cherche des réponses, j'essaie de mieux comprendre, je m'intéresse, je lis. Puis, il y a trois écrivains qui m'ont marqué particulièrement. Kenji Tokitsu, en France, Roland Bersatzer en France, puis Patrick McCarthy. Patrick McCarthy a écrit un article qui s'appelle « Thinking Outside the Box ». Je lis cet article-là, puis je dis « OK, je pense que ce gars-là a vraiment quelque chose d'intéressant à dire, notamment sur le fait que, prenons conscience du fait qu'on n'est pas des Japonais. Le karaté est comme un microcosme de la culture japonaise. On explore ça, mais au Japon, remettre en question les choses, ça se fait pas. Remettre en question l'autorité du professeur, ça se fait pas. Poser des questions qui pourraient mettre le professeur dans un embarras en disant « Oups, j'ai pas la réponse. Oh, shame on me. » Ça se fait pas. C'est pas notre cas. On est des Occidentaux. On peut, dans notre espace culturel, faire ça. Poser des questions, remettre en question, blablabla. So, essayons de voir les choses autrement. Puis, Thinking Outside the Box, entre autres, différents principes m'amènent à ça. Je vais le rencontrer en 2001. Puis, c'est le coup de foudre. Je suis comme renversé. Son approche, c'était vraiment... c'est à travers le kata, hein? Qui dit karaté, il dit kata. Puis vraiment, toujours essayer de comprendre c'est quoi le sens des mouvements un peu étranges qu'on fait comme ça dans le vide. Quand on voit tout à travers block, kick, punch, puis on se dit, attends une minute, là. Ces katas-là étaient le fondement de stratégies d'autodéfense pour des gens qui essayaient de défendre leur peau dans des vraies situations d'agression physique. Puis là, tu dis, je vois pas la relation entre les mouvements étranges qu'on fait là, puis le block, kick, punch, puis des stratégies très efficaces. Il est où le disconnect? Puis Patrick McCarthy, avec ses propres professeurs, puis avec ses recherches, a essayé de faire du reverse engineering sur ces vieilles stratégies-là pour voir les choses dans une nouvelle perspective, au-delà de block, kick, punch, mais à travers des luxations, étranglements, projections, bref, toutes les stratégies d'autodéfense au sens plus large. Là, tu vois le kata dans une autre dimension, mais complètement nouvelle. Et puis ça, c'était extrêmement excitant. Mais il faut voir, à l'époque, c'était le seul à proposer ce genre de choses-là. Il n'y avait pas de Jesse Camp. Il n'y avait pas de ces autres personnes-là
qui nous proposait des lectures alternatives, Ian Abernathy ou whatever, tu sais. Je veux dire, ils n'étaient pas là, ces gens-là. Ouais. C'est le premier à vraiment... C'est vraiment le premier. C'est vraiment le pionnier à avoir fait ça. Absolument. C'est le premier à ouvert cette perspective-là. Puis là, tu reçois... tu dis, Ben, c'est grâce à du monde comme lui, un maître comme ça, que des Kyushi et Piassoni, après ça, peut-être sont plus willing de prendre des chances à être plus... à ouvrir leurs esprits, tu sais. Uh-huh. On en prend du monde comme ça, là. Il y a aussi la nature de la personne qui entend le message. Mm-hmm. Il y a 3 façons de réagir à ce type d'information-là. 1, je suis très, très excité. 2, je nie. J'ai des amis très intelligents. Tu sais, je me propose ce que je fais, puis non, tu sais, il n'y a rien, là, zéro. Puis c'est un mécanisme de défense. Hein. C'est-à-dire remettre en question ce que tu fais depuis des années, puis dire, attends, ils sont bien dans leurs vieilles choses. Là. Oui, absolument. Puis là, c'est agressant, peut-être, de cette façon-là. Puis la dernière façon, c'est la réaction violente. Moi, j'ai déjà vu des gens claquer la porte. « Ah, c'est une insulte. Ah, c'est quoi ça? » Fait que, comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu sais, je pense que dans la famille Sunfuki, il y a comme une certaine ouverture. Les gens, vous êtes fondamentalement curieux, passionnés et curieux. Fait que ça fait que j'ai pas vu là, ces réactions violentes ou ces réactions de non, je veux rien voir. Là. Je pense que tout le monde fait un peu de cross-training, tout le monde s'intéresse à ce qui se passe au sol, tout le monde s'intéresse. Ben, peut-être parce que notre Kyushu aussi, parce que lui aussi, il vient de peu de place. Exact. Kickboxing, il est ouvert à ces différentes choses. Oui, tout à fait. Puis là, votre école, vous l'opérez, vous, depuis combien d'années maintenant? 3e année. OK, c'est tout récent dans votre parcours. C'est tout récent. Moi, vous avez ouvert votre dojo quand vous êtes affilié avec Sunfuki. Oui. Okay. C'était mon dojo à moi. J'ai enseigné, ça faisait longtemps. Ça fait plus de 10 ans. OK. Comme je disais tantôt, j'essaie de remonter dans le temps. Mais je peux dire, ça fait au moins plus de 10 ans. Mais j'avais jamais ma place à moi. Je louais du temps de tatami à des autres. C'était juste pour mes amis ou des groupes très restreints. Mais avec ça, vous avez pris votre expérience avant d'ouvrir votre dojo. Oui, j'ai fait ça, comme je dis, depuis très, très longtemps. À partir du moment où Angie McCarthy m'a dit, écoute, François, essaie de faire ça un petit peu plus... structuré. Généreusement, là. Bon, je me disais, OK, c'est vrai, il faut que je trouve quelque chose d'un peu plus à grande échelle. Puis c'est à ce moment-là que j'en avais parlé à Kiyoshi, puis ils m'ont, avec French Mireille, ils m'ont soutenu, parrainé, je dirais, dans la démarche. Puis c'est bien du fun. C'est un beau succès. Angie McCartney ne pouvait pas vous soutenir parce que lui, il était à Ottawa, puis vous étiez plus à Montréal? Il était en Australie. Angie McCarthy vivait en Australie à cette époque-là. Puis, oui, il m'a soutenu, bien sûr. Mais sur le plan technique. Ça, très certainement. Puis vous êtes... Puis, plus proche de moi, j'ai des collègues seniors. Mike Coombs, qui est mon senior, Josh Stewart, qui est mon senior aussi, qui me soutiennent, qui m'aident, qui me coach, qui m'oriente. Justement, c'était ma prochaine question. Je vous entendais comment ça se passe la relation quand notre professeur est en Australie. Parce que moi, je fais de la route pour aller voir Kiyoshi, mais je fais 1h30, pas 24 heures de vol. Donc, comment vous faites? En passant, tout le matériel est sur Internet. OK. J'ai pas YouTube, là, mais sur le site, la International Ryukyu Karate Research Society, on a tout notre matériel pédagogique. Là. Pogne-le, étudie-le, approprie-toi-le. D'ailleurs, je dois remercier un de mon partenaire dans le crime, je dirais, Marc-André Laplante, qui connaissait très bien, qui est un ami qui m'a toujours beaucoup aidé, là, justement, à breakdown, travailler, s'entraîner, travailler la technique, travailler à deux. Puis, périodiquement, faire du va-et-vient avec Toronto, au moins une fois par année, rencontrer Anchi. On a un gashku une fois par année où on va tous ensemble puis on s'entraîne pendant une semaine. Puis vous faites comme un genre de va-et-vient. Un genre de séminaire annuel où c'est vous vous rencontrez. C'est ça. OK, cool. Puis
comment vous avez fini, comment vous êtes arrivé à Sunfuki, dans le fond? Moi, je pense que vous louiez, dans le fond, vous avez loué à Kyushu dans le temps qui était à Saint-Eustache, c'est ça? C'est ça. OK, Il oui, y c'est a vrai, Marc en a parlé. une dizaine d'années, encore une fois. Tantôt, je Bon, demandais bien. à ma femme, je dis, ça fait combien de temps? Ouais. Peut-être que Kiyoshi pourrait mieux me le dire que moi. Mais c'est ça. Avant, j'ai enseigné à Montréal. On avait un local à Montréal. Ça allait très, très bien. Mais à partir du moment où j'ai déménagé à des montagnes, il fallait que je trouve une place plus proche de moi. Puis j'ai vu cette place-là, Karaté Sunfuki, toc, toc, toc. Possible. Il m'a absolument dit, oui, bienvenue. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça marche? J'ai parlé de mes affaires. Il dit, ben, go. Puis c'est comme ça que ça a commencé. OK, cool. OK. Puis la structure, parce que vous disiez que c'était surtout orienté sur les katas, l'enseignement de Enchi McCarthy. Fait que vous, ce que vous enseignez à vos élèves, c'est orienté kata ou vous décortiquez beaucoup en bungai pour faire de l'application, tu sais, le practical application, comme ils disent en anglais. Fait que c'est quoi un peu le cursus? Ça a l'air de quoi? Je pense qu'il faut prendre le problème d'une autre perspective. OK. C'est sûr que on dit, OK, je vais faire le kata, ergo, je vais faire le bunkai, ergo, je vais avoir compris les techniques qui se cachent derrière le kata. Le kata est super important. C'est l'élément central de cette tradition-là qu'est le karaté à Okinawa. C'était une tradition orale, donc il devait passer à la génération suivante, une espèce de capsule mnémotechnique qui permettait à la prochaine génération de prendre ça puis de continuer à pratiquer autour d'un thème. Fait que c'est une capsule mnémotechnique, mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Enchi McCarthy vous dirait le kata n'a jamais existé pour enseigner quelque chose. C'était une façon de se rappeler de ce que j'avais appris dans des pratiques à deux personnes qui tournent autour de stratégies d'autodéfense pour faire face à ce que, encore une fois, Enchi McCarthy appelle les habitual acts of physical violence, des gestes d'agression physique usuelle. Okay. Qui se passe dans un contexte donné. Je dois faire face à des situations d'autodéfense. Moi qui est agressé, l'agresseur, là où ça se passe, la façon dont l'agression se passe, le geste qui est posé, ce que je vais utiliser, puis comment je vais m'en sortir. Puis le Habitual Acts of Physical Violence, ou le HAPV, en short, c'est l'élément central de la démarche Koryu Chinagi. Puis à travers ces core practices-là, tu vois, tu dis, mon Dieu, prends le bras, crée une luxation. Écoute donc, ça commence à ressembler à quelque chose. Puis là, je vais le pratiquer toute seule dans le vide pour m'aider à me rappeler de ces gestes-là. Puis tout d'un coup, je me retrouve avec des bouts puis là, je les refusionne ensemble pour m'aider à m'en rappeler. Là, ça donne un coup, ça donne un kata. Fait que c'est plus cette démarche-là que bunkai. Bunkai qui veut dire défaire en morceaux. Bunkai shimasu, c'est défaire. C'est moins prendre quelque chose puis le défaire que de pratiquer quelque chose, de développer une forme solo. À travers la forme solo, je me rappelle des gestes que j'ai posés, des pratiques que j'ai réalisées avec mes partenaires, puis que je peux pratiquer seul quand je suis frappé par le COVID, je suis isolé à la maison, je n'ai pas d'amis avec qui pratiquer. Fait que je fais mes formes solo pour m'aider à me rappeler. C'est d'ailleurs super intéressant parce que la plupart des gens qui arrivent en contact avec Koryu Chinagi, c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Qui ont déjà un passé de d'autres styles. Puis là, ils entrent, puis là, ils font « Wow, c'est merveilleux! » Parce que, enfin, je comprends, j'ai des réponses. Moi, mes élèves, ils ont juste commencé avec ça. Fait que pour eux, quand ils font les katas ou quand ils font les formes solo, ce qu'ils voient, c'est l'affaire qu'ils ont pratiquée à deux. C'est complètement différent. Différent de la façon dont mes élèves voient le kata, puis comment d'autres personnes voient le kata. Les gens qui viennent nous voir, OK, on veut voir le kata, on veut voir le kata. Les élèves font comme I don't get it. Je comprends pas c'est quoi le hype. Parce que nous, souvent, un kata, l'élève, on va l'enseigner jusqu'à temps qu'il le connaisse très, très bien. Une fois qu'il le connaisse très, très bien, là, OK,
on va le faire en bonne garde. Puis là, on le fait faire. Puis là, après ça, ils sont comme, oh! Puis là mais vous, c'est comme, ils l'apprennent en exactement le contraire. Ouais. C'est exactement le contraire. Ouais. Ils vont apprendre d'abord les stratégies à deux. Beaucoup de stratégies à deux. D'une façon. Puis là, je dis, OK, ben, comment tu l'as fait toute seule, cela? Il faut que tu te déplaces à 45 degrés. Frappe dans le cou, prends la tête. Bam! Puis, regardons ça. Il y a une forme qui émerge. OK, on va prendre celle-là, puis après ça, on fait ce bout-là. OK, on le répète. Et moi, je pack mes cartes pour que progressivement, ils apprennent la forme de celle-là. Fait que dans le fond, si je comprends bien, comme dans la façon que vous enseignez, il n'y a pas comme d'étiquette Shotokan, Goju-Ryu, peu importe. C'est vraiment, c'est comme s'il était retourné au-dessus de ça, aux racines Absolument. d'Okinawa, carrément? Ben, carrément? Absolument. Ouais. Le lineage, on a Itosu Anko, on a Anashiro Chomo, on a Kinjo Hiroshi, on a Patrick McCarthy. Okay. Tu as un lineage de ça. Ces gens-là se passent de génération en génération ces stratégies-là. Mais ces gens-là, Itosu, il n'y avait pas juste Nashiro Chomo, il y avait Gishin, il y avait tout ça. Puis il était le contemporain des Gaona Kanryo. C'était des voisins, tout fait une pratique. Est-ce que c'était vraiment deux styles? Ou juste deux personnes qui avaient une perspective différente sur une même chose? Ah, OK. C'est juste que on aime compartimenter, on aime isoler les choses, puis c'est ça qui crée une espèce de pléiade de styles. Alors que, à l'origine, c'était des chums qui s'entraînaient ensemble. Oui, allez-y. J'allais dire, avec les années qui ont passé, puis voir les siècles qui ont passé, c'est un peu normal aussi que l'arbre s'est percé au fil du temps, parce que l'élève de un tel professeur a eu tel nombre d'élèves qui eux-mêmes ont enseigné à tel nombre d'élèves et tel nombre d'élèves, ça devient comme exponentiel là, au fil du temps. Puis ce qu'on connaît du karaté comme des styles contemporains, c'est au tournant du 20e siècle. Là. Il n'y a pas très, très longtemps. Là. C'est relativement récent. Là. C'est beaucoup, beaucoup avec la Deuxième Guerre mondiale qui a fait des ravages considérables dans ces traditions-là, parce que les vieux sont morts. À Okinawa particulièrement. Cette génération-là est morte. Fait que là, la plus jeune génération était prise avec des sérieux problèmes de voyons, qu'est-ce qu'on fait, puis donner du sens à tout ça. Oui, tout à fait. Attendez. J'allais dire, là, avec cette perspective-là, vous, comment vous voyez l'évolution des arts martiaux aujourd'hui? Parce que vous parliez que le MMA a comme créé un genre de boom dans la tête de ben du monde de dire « Hey, je devrais peut-être pratiquer plus qu'un style, je devrais peut-être être curieux, ouvert d'esprit, whatever. » Mais là, aujourd'hui, où ça en est? Comment vous voyez ça? Ben, je trouve que c'est extrêmement stimulant. Ouais? Oui. Je trouve qu'on est à une belle époque. On n'a jamais été aussi populaire. Aussi? Ouais. Ouais. Ouais, ça, moi, quand j'étais jeune, Bruce Non, Lee, mais on est en aux Jeux olympiques, on est, je veux dire, on arrive avec une visibilité des arts martiaux, parce qu'avant aussi, dans les années 90, 2000, c'était, le monde un peu violent, contrôler sa violence. Là, c'est plus se défendre, tout ça. Puis, je trouve que les arts martiaux, on a plus le temps de s'exprimer qu'avant. Parce que le monde, puis pas que ça a tant changé que ça, qu'est-ce qu'on enseigne, mais le monde sont plus attentifs à qu'est-ce qu'on a à dire, je trouve, aujourd'hui, que là, 20 ans. Je sais pas. Oui, c'est très vrai. Mais ce que je trouve d'excitant, c'est toutes les perspectives que ça offre de partager, d'exposer différents points de vue, différentes façons de faire, de regarde, moi je le vois comme ça, moi je le vois comme ça, moi je le vois comme ça. Wow! La vitesse à laquelle on peut apprendre maintenant est merveilleuse. Puis c'est ça. C'est ça que je trouve fantastique. Par ailleurs, ça a un prix. Puis là, je suis quand même vieux. Okay? Je suis plus vieux. Je vais faire mon vieux schnock. Mais il faut lire. Il faut lire. Regarder le vidéo, c'est parce qu'on a l'image, on peut voir le sens, mais il faut aller voir aussi ce qui se cache derrière ces traditions-là. On est les récipiendaires d'une tradition aussi qui n'est pas la nôtre. Hein? Tout à fait. Il
il y a plus de non-okinawaïens qui pratiquent le karaté okinawaïen. Tu sais. Puis on est de surcroît pas asiatique non plus. Puis c'est une tradition d'une autre culture qui n'est pas la nôtre. Puis on a un impact décisif sur où cette chose-là va aller. Donc, on doit être prudent, respectueux et des analyses puis des propositions qu'on fait parce que c'est une culture. On affecte un patrimoine culturel qui est comme pas le nôtre. Ouais. Quelque part. On est des anthropologues. Tu sais, Ouais. we're only in it for a ride, tu sais, mais il faut être prudent. Cela étant dit, c'est ça, lire, comprendre les processus socio-historiques, anthropologiques, culturels qui ont mené à l'émergence de ce qu'on connaît comme étant le karaté. Puis comprendre ça fait qu'on a une perspective beaucoup plus critique sur justement les interprétations et les gestes qu'on doit poser en relation avec notre pratique, puis notre analyse, puis en quoi est-ce que nos recherches puis nos réflexions viennent enrichir cette tradition-là. Mais c'est ça, mais penses-tu que sans se l'approprier, si on veut le faire évoluer, on n'a pas le choix de rendre ça, d'avancer les affaires. Ben, pas d'avancer, mais de changer un petit peu. Puis de remettre en question, tu veux dire. Ouais. C'est ça, ouais. Sans se l'approprier, si on veut évoluer, ça va devenir moins okinawaïen. On n'a pas le choix. Vu que ça devient comme nous. Ça l'est déjà autre chose. Vraiment. Oui, absolument. Puis ça, c'est pour le meilleur et pour le pire. C'est ce qui fait qu'une tradition est vivante. Ouais. À partir du moment où tu es juste là pour conserver le truc, il faut surtout pas que ça bouge, ben ça meurt. Ouais. Mais à partir du moment où tu dis non, le cross-training, regarder ce qui se passe ailleurs, essayer de se remettre en question, avoir une approche critique par rapport à ce qu'on fait, puis, toujours essayer de mieux chercher à comprendre ce qu'on fait, on s'inscrit dans le shuhari. Shuhari, c'est le processus par lequel on apprend les arts martiaux. Shu, c'est être très traditionnel. On va étudier la forme. On prend tel quel. Ouais. Prends-le tel quel. Ouais, c'est ça. Puis c'est important. Don't get me wrong. Ha, break. Essaye de quitter le moule. Ri, transcende. Va au-delà de. Réinterprète, fais-le à toi. Le catch, c'est que souvent, tu reviens à la base. C'est plus une boucle qu'une ligne. Mais le shuhari, c'est vraiment ça. Hey, puis d'avoir cette démarche-là, puis de poursuivre dans notre recherche, dans notre compréhension du mouvement, dans son application, de remettre les choses en question, de se remettre en question, pour éventuellement arriver à ah oui, enfin, j'ai tout compris, je suis capable de réinterpréter tout, mais tu te réalises que, man, tu fais juste revenir à la base. C'est un cycle. Ben justement, moi, ce que vous disiez, ça m'amenait une question. En fait, pas une question autant qu'un commentaire. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, sur les étapes de l'apprentissage des arts martiaux, une des choses que je trouve avec les élèves, tu sais, moi, j'enseigne pas depuis aussi longtemps que vous, mais j'ai une différence d'âge avec les jeunes d'aujourd'hui assez marquée pour voir la différence. Aujourd'hui, les jeunes, ils cherchent c'est quoi le but de ce que tu m'enseignes? Tu sais, ça va me donner quoi d'apprendre ça? Souvent, quand je leur enseigne, exemple, un kata armé, on s'entend qu'apprendre un kata comme le Suji no Konsho, peu importe, un kata de beau, traditionnel, dans la vie de tous les jours, dans ta self-defense, quoi que ce soit, ils ne voient pas l'application pratique, mais il y a tellement plus à offrir dans juste le développement mental, le développement de la concentration, le développement physique. Il y a plein de choses. Puis même dans le self-defense, il y a des choses que tu peux aller chercher. Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant de retourner à des racines plus traditionnelles, même si des fois, l'élève, il n'y a pas toujours il ne comprend pas tout de suite, tu sais, qu'est-ce que ça lui apporte, là, tu sais. On est très utilitariste aujourd'hui, tu sais, comme société en général, là, dans l'enseignement, dans tout, là, tu sais, on veut que ça donne quelque chose, qu'est-ce qu'on apprend, au lieu de juste le voir comme quelque chose qui m'enrichit comme personne, tu sais. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi, c'est récent que 3 ans que je recommence à enseigner aux enfants puis à différentes couches d'âge. Avant, j'enseignais presque exclusivement aux adultes. J'ai enseigné aux enfants dans le passé, il y a très, très longtemps. Mais là, je reviens à l'enseignement aux enfants. Puis c'est une autre clientèle. Wow! Ils posent des questions, ils ne sont pas gênés, ils ne sont pas impressionnés par toi, pas du tout.
Puis il faut absolument que tu aies les réponses, sinon ils sont vraiment insatisfaits. Ils sont vraiment extraordinaires. Mais moi, j'aurais jamais osé faire ce qu'ils font face à moi, face à mon professeur. Mon Dieu, non. Un sensei, c'est comme, tu dis pas, s'il dit quelque chose, c'est la vérité. Mes petits bonhommes ont eu 3 ans. Puis non, c'est correct, j'en sais plus sur la vie que toi, mon homme. Ouais, mais effectivement, ils veulent savoir. Oui, il y a une question aussi, comme un peu d'instantanéité de la chose. C'est plus dur peut-être de s'investir à long terme dans une démarche. Mais ça tient juste à nous d'essayer de rendre ça complètement... de garder leur intérêt puis de leur montrer au fil du temps qu'est-ce que ça leur apporte. Là. C'est là le défi, je trouve, là, en tant que professeur. Vraiment. Puis, c'est ça, c'est notre défi, puis ce qui est le fun aussi. Oui, tout à fait. Puis vous parliez hors d'onde tantôt d'un livre que vous êtes en train de traduire. C'est quoi le livre, juste? Ben, en fait, la traduction est finie. Là, il reste à savoir quand est-ce que ça va être possible de le publier, mais c'était Angie McCarthy a rédigé un nouvel ouvrage qui s'appelait Legend of the Fist, qui est comme ce qui est fascinant avec Angie, c'est qu'il en sait. C'est comme une encyclopédie sur 2 pattes. C'est un historien, là, désormais. C'est un cerveau, ce monsieur. C'est fou. Puis l'idée, c'est qu'il a pris ces fameux textes-là dont il nous parlait année après année, puis il les a mis dans une chose. Puis c'est une série de textes écrits par les différents maîtres ou des extraits de journaux qui parlent de l'actualité sur le développement des arts martiaux de manière générale. Puis on peut voir à travers les lignes, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, tous les processus historiques qui ont mené à la construction et du karaté, et de l'image que ce qu'on fait du karaté, et aussi des mythes et légendes qui construisent notre imaginaire collectif de pratiquants d'arts martiaux. Puis c'est vraiment intéressant. Ça ébranle un peu les cartes heuristiques. Nos façons de catégoriser l'information là, sont un peu remises en question. Oui. Ça ébranle ce qu'on peut concevoir comme étant... Est-ce que vous êtes déjà allé dans votre parcours? Est-ce que vous êtes déjà allé à Okinawa, au Japon? Malheureusement, non. Pas encore, non? Pas encore. C'est quelque chose qui est dans les projets? Est-ce que ça serait la première place où j'irais? Ah ouais? Puis, je ne sais pas. Ah ouais? Oui. D'abord, j'ai pas beaucoup de sous. Il faut que je fasse attention à mes défenses. Mais en fait, puis faire du pouce sur American Shaolin Kempo, Nichiro Kempo, Sun Fuki, Hawaï, c'est tellement... c'est la place. C'est là la première place à laquelle j'irais cogner. Ah ouais, tant pour l'histoire, tant pour la chaire de recherche sur les études okinawayennes à l'université de Oahu, je pense. C'est merveilleux ce qu'ils font là. Eux, c'est vraiment des chercheurs d'avant-plan comme qui proposent des nouvelles lectures sur. Attends une minute là. Replaçons les affaires là, un peu là. Fascinant. Puis ce qui s'est passé à Hawaï dans la construction du karaté contemporain, c'est comme un isolat culturel très, très intéressant qui a été épargné un peu des effets du Japon. Des Américains, puis du Japon. Du Japon. Au tournant juste avant la Deuxième Guerre mondiale, il y a la montée du fascisme au Japon. C'est un rouleau compresseur culturel là, qui rentre dans Okinawa puis dit vos affaires d'appeler ça la main de Chine, là, s'il vous plaît. Là. Non. Ça va être karaté-do, ça va être japonais, vous allez vous donner des noms de kata japonais. Suffit, là. La fête est terminée. Puis ils s'en sont jamais remis. Mais, par ailleurs, Hawaï a été épargné de ce moment-là. On peut voir à travers les kata puis toute la pratique qu'on dit American Shaolin Kempo. Beaucoup des choses complètement fantastiques, puis probablement beaucoup plus près d'un karaté qui aurait moins subi une japonification. Voire même, je m'excuse si le terme est dur, c'est peut-être que je m'emballe, mais une démartialisation du karaté. L'American Shaolin Kempo, c'est extrêmement intéressant. Moi, toutes les fois que je vous regarde pratiquer, que j'entends Kiyoshi parler de sa vue des choses, puis ça, je suis comme, c'est ultra cool. Là. Puis, mais c'est ça parce que historiquement, Okinawa,
pas tout le monde le sait, mais je veux dire, c'est à part du Japon culturellement. Ils ont leur propre langue, ils ont leur propre culture, puis ça fait partie aujourd'hui de l'État du Japon, mais je ne veux pas faire de comparaison, mais culturellement, c'est ça. Disons qu'il y a d'autres endroits sur la Terre qui pourraient ressembler à ça. Là. On ne dirait pas lesquels. Non, on ne dirait pas lesquels. Mais oui, effectivement, le parallèle que tu essaies de faire très prudemment est assez juste. Les Okinawiens sont très fiers de leurs origines chinoises. Mm-hmm. D'ailleurs, tout leur mythe puis la relation qu'il y a avec, par exemple, justement dans la construction du karaté, ça met souvent le bon maître okinawien de karaté et le mauvais japonais Satsuma qui vient, l'envahisseur. Il y a cette relation-là de lutte puis d'un maintien d'une certaine indépendance culturelle ou d'une certaine reconnaissance que la Chine étant la mère patrie un peu, en quelque part. C'est un peu gros ce que je dis, mais c'est pas loin de la vérité. Puis on le voit justement à travers les mythes et légendes qui entourent finalement le karaté okinawien. OK, wow, c'est super intéressant. Puis ben c'est ça. Oui, c'est une île japonaise. Oui, ils parlent japonais. Mais dans leur art, dans leur musique, dans leur architecture, dans tout ça, ben, on voit beaucoup. Il y a une différence. Ouais. Puis on parlait aussi tantôt que Enchi McCarthy a fait une des traductions modernes, ou en tout cas peut-être celle qui est la plus citée en référence du Bubishi, qui est comme on va dire la Bible du karaté. Là. Je ne sais pas vraiment d'autres analogies que de nommer ça comme ça, là, mais c'est comme une encyclopédie des racines pour l'avoir consulté un peu, là, c'est comme des illustrations de Bungai, puis de kata, puis c'est vraiment les racines du karaté d'Okinawa, dans le fond. Ben, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le karaté, essentiellement, c'est des traditions orales, mais la tradition voulait que quand tu partais de ton bord un peu, ton maître t'autorisait à retranscrire son livre secret, les principes secrets, tant sur le plan des techniques que sur le plan médical aussi. Il y a beaucoup des herbes, traitements de blessures, histoire, principes aussi sur la façon dont on doit approcher la confrontation. Puis, effectivement, là, des petites illustrations, finalement, de stratégies d'autodéfense, de core practice qu'on voit à travers ça. Puis, ce qui est frappant là-dedans, c'est que, OK, ça, c'est supposé être le karaté. Puis, on regarde ça, comment? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? L'enfant pris sur un lotus. C'est quoi ça? Il est où le Gedan Barai? Il est où le Chudan Uchiuke? Alors, on voit la tradition chinoise qui émerge parce que les noms, puis la façon de voir ça, puis c'est kick, à peu près rien. Block, kick, punch, puis il fait tout là-dedans. Fait que encore une fois, ça remet en question... OK, attends une minute, là. Il y a peut-être plus que ça, que block, kick, punch. Hein? Puis là, c'est là que ça crée une brèche dans, justement, ce qu'on conçoit comme étant. Puis là, une approche critique par rapport à ce qu'on fait, puis on redécouvre notre tradition dans une perspective nouvelle et plus riche, selon moi. Oui, puis quelqu'un qui voudrait approfondir, on va dire, ses connaissances théoriques des arts martiaux, à part le Bubishi. Puis l'autre que vous avez nommé tantôt, que j'ai oublié le titre, là, vous avez nommé un livre tantôt, celui de Enchi McCarthy, dans le fond, celui que vous êtes en train d'écrire. Mais il y en a-tu d'autres, des lectures comme ça? Il y en a plein. Oui, bien, mettons trois, là. Les majeurs. Hein? Oui, disons, allons-y avec les plus grandes. Pour vous. Il y a aussi, Enchi McCarthy, sa bibliographie, vous en poignez un, puis épluchez-le. Il y a d'autres personnes qui ont produit des choses, ma foi, fort intéressantes, que ce soit Roland Bersatzer et son encyclopédie des arts martiaux. Je pense que c'est vraiment... ça, c'est un bouquin qui m'a créé des problèmes dans ma vie d'arts martiaux. C'est ce bouquin-là. Quand je parlais de l'autorité du sensei, à partir du moment où je suis tombé sur ce livre-là, là, je commence à l'éplucher. Wow! Ça. Pourquoi? Parce que ce livre-là vous amenait d'autres idées que ce que votre sensei vous disait? Exact.
Puis là, fait que là, vous l'avez confronté, puis c'est là que vous avez changé de style la première fois? Je me rappelle pas d'avoir été très confrontant. Ouais. mais, Non, mais tu parles, mais, tu sais. mais à partir du moment où tu dis « Attends une minute. Mhm. » C'est là que tu vois que tu peux être menaçant. Puis sans aucune raison, vraiment. À l'égard, quand tu remets en question ce que les gens conçoivent comme étant, il y a différentes phases. Hein. Il y a une phase où les gens vont te ridiculiser. Il y a une phase où les gens vont violemment t'accuser. Puis une phase où tout le monde va dire « Ah, j'y avais toujours pensé. » Je pense que Anchi a vécu ça. Hein? Puis n'importe quelle personne qui remet en question les choses vit ça. Il a été tellement d'années à proposer qu'un non-okinawaien, non-asiatique aurait peut-être une perspective intéressante à proposer à cette affaire-là. C'était « Tu niaises-moi, voyons donc de quitter, toi, jusqu'à « Ah, c'est bien nono ce que tu fais là », jusqu'à « Hey, tu sais, il a raison. Ouais, ben, pire que ça, j'y ai toujours pensé. Les mecs qui disent « Ah non, c'est moi qui avais pensé à ça. » Récemment, j'entendais quelqu'un dire « Ah, habitual acts of physical violence. » C'est moi qui ai inventé ça. Wow! Wow! Là, tu dis c'est pas très correct. C'est s'approprier quelque chose qui est pas à toi. Puis, oui, qui est à toi, mais cite tes sources. Je pense que tu peux absolument dire « C'est fantastique comme théorie, c'est fantastique comme chose. » Cite à qui c'est, de où ça vient. Ouais, OK, là, on est correct. Cite tes sources. Mais ça, le monde manque la vague, puis ils veulent embarquer dedans après. Tegumi, les Tegumi practices, qui sont quelque chose qui sont vraiment très intéressants dans notre cursus, dans le curriculum. C'est la seule et la première fois que j'ai entendu ça, c'était avec Anchi McCarthy. Maintenant, tout le monde fait du Tegumi. C'est correct. C'est le fun. C'est le fun parce que ça provoque ça. En même temps, je m'en fais pour mon prof. Je me dis, ben oui, mais là, j'aimerais ça que vous disiez. On veut qu'il soit reconnu. Et au moins, la décence de dire monsieur-là nous a inspiré. Merci beaucoup d'avoir ouvert ces portes-là de notre esprit pour nous permettre d'aller plus loin. Puis je pense qu'il ne demande rien de mieux. Mais malheureusement, souvent, les gens précurseurs vont être reconnus après. Après leur mort. Après leur passage, c'est ça. Puis, c'est triste, mais Puis il est encore là. C'est ça. Faut en profiter. Mais aussi, des fois, avec l'Internet aujourd'hui, tu apprends des choses, puis tu sais même pas d'où ça vient. Des fois, où tu sais pas, tu lis ça, puis tu es comme, c'est bon, mais tu sais pas nécessairement de qui ça vient. Fait que là, tu peux pas donner crédit, là. Puis, fait que ça, c'en était un. Puis, en avait-tu un autre à part l'Encyclopédie des arts martiaux qui vous venait en tête? Bien, il y a les ouvrages, certains des grands maîtres, tu sais, Outline of Karaté, Shojo Miyagi, Karate-Do My Life, je pas sûr, je pense que c'est ça le titre, de Gishin Funakoshi, à lire, absolument. Pas tellement pour dire « Oh mon Dieu, je vais enfin découvrir la vérité », mais voir leur perspective de ce qu'ils font, lire entre les lignes, puis dire « Oh, regardons, c'est intéressant ». Ce qui est écrit entre les lignes est souvent beaucoup plus intéressant que textuellement. Là. À lire, à relire, puis avoir une lecture critique de ça. Je pense que c'est la démarche, hein, puis à travers la démarche, on découvre des choses aussi. Puis là, sur une base un petit peu plus personnelle, là, vous faites quoi pour occuper votre temps? Vous, est-ce que votre dojo maintenant, c'est votre occupation à temps plein? Est-ce que vous êtes comme moi puis Jérémy? Puis... OK, fait que vous avez quand même un emploi en ce moment? Un day job, malgré que mon day job me prend moins de temps que l'école de karaté. Mais non, je travaille le jour puis j'enseigne. Fait que vous êtes dans les chanceux qui ont encore une occupation. Un revenu, ouais. Okay. Juste réduire le plus possible l'hémorragie pour qu'on puisse rebondir quand tout ça va reprendre. Pas facile. Non. Le défi, c'est de garder contact avec nos élèves, envoyer des publications de temps en temps, dire hey, on est encore là, on va revenir.
Moi, ce que je fais, j'enseigne. Ouais. J'enseigne sur Zoom, justement, OK. ce qu'on utilise ce soir. Ouais. J'ouvre une classe 3 fois par semaine. OK. Les élèves branchent. Puis, évidemment, nous, vous avez compris qu'on fait beaucoup, beaucoup de trucs à deux. Ouais. Ben là, ça y est, on en C'est fait plus- des ça formes fait- solo. Ça fait du défi, là. Ouais, C'est là que ça devient utile de faire des formes solo. ouais, Fait ouais, que, ça. ouais. Mais effectivement, ça garde les gens chauds. Ça les Ouais. brasse un peu, garde la souplesse, peut-être même renforcer ouais. nos habilités. Puis, non, les gens aiment ça, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, tant mieux. Jay, t'avais-tu une dernière question avant que peut-être on pourrait sinon mentionner où est située l'école en terminant? Non, ben moi, j'ai vu Vas-y. un honneur spécial passer. Je pense que c'était un nouveau degré ou un titre que vous avez reçu, François, le pas long. C'était quoi? Non? Un degré, je pense, non? Ouais, c'est Shodan. Ah, félicitations. Félicitations. Oui. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup, beaucoup. Je sais que c'est peut-être peu impressionnant, mais c'est extrêmement dur à avoir, vous savez. Les personnes parmi lesquelles que je conçois comme étant des magiciens, puis les mots sont à peine exagérés. Sandan, Yondan, c'est comme... 2, 3 Dan. Mais fait que vous, c'est premier Dan, Shodan. Ouais, pour ceux qui Shodan, connaissent pas c'est ça. Là. juste une Dan. Par ailleurs, l'honneur que me fait Anchi, je suis Shibsho, c'est-à-dire représentant officiel de l'approche de la méthode à Montréal, tout ça. Ça, c'est extrêmement honorifique. Mon Dieu, j'ai bien de la misère avec mes mots ce soir. non, mais on comprend, là, c'est un grand honneur. C'est un grand honneur pour moi qui me fait, puis une grande confiance qui me fait. Puis c'est quelqu'un qui est très prudent dans ce genre de choses-là. Fait que, non, c'est vraiment... Parce que quand j'avais regardé un peu sur lui, il n'y a pas beaucoup de ses élèves dans le monde. Je me trompe-tu? Vous n'êtes pas des masses là, à enseigner son approche, non? En Europe, c'est très, très, très populaire. Ouais. Okay. Ouais. Est-ce que Jesse Enkamp a rapport là-dedans? Je me suis... Oui. C'est un de ses élèves ou... Il le cite beaucoup, il utilise beaucoup ses recherches. D'ailleurs, il fait appel à lui là, dans la série qu'il a fait récemment en Chine. Là, quand il va se promener en Chine, il découvre le karaté okinawayen. Ouais. Puis... D'ailleurs, c'est ça, le premier épisode, quand il regarde les gens pratiquer les katas, il est à Fushan, il voit les choses, puis il y a quelqu'un à un moment donné, il dit « Ah, il y a ce monsieur-là qui fait instant shot boxing, mais c'est pas ça que je cherche. » Puis tous les gens de Koryu, quand ils ont vu ce premier épisode, ont fait « Oh non, c'est pas ça qu'il cherchait! » Mais plus tard, comme 2 épisodes ou 3 épisodes, finalement... Il téléphone à Anshin McCarthy, puis Anshin McCarthy dit « Non, ce que tu cherches, c'est Anshin shot boxing. » Puis il revient, puis tu fais une relation avec ce que je disais tout à l'heure, le Shu Hari, puis le book, puis tout ça. Je pense qu'il s'intéresse à ce qu'il fait. Il emprunte beaucoup de ce qu'il fait. Il s'inspire largement de son approche et des pratiques. Ah oui, c'est très clair. Au Canada anglais, c'est très populaire aussi. OK. Cool. Aux États-Unis. Mais dans la francophonie, très peu. Vous n'êtes pas un des seuls dans le francophone. Au Québec, il y a peut-être des enthousiastes. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce qu'ils font, qui m'appellent. Ah, j'aimerais ça. Mais pas beaucoup de pratiquants. En France, ça commence, OK. Les gens commencent à s'y intéresser activement. OK. Cool. Mais à travers l'Europe, en Italie, dans les pays scandinaves, en Allemagne. Il y en a beaucoup. C'est très populaire. Moi, en tout cas, je vais prendre des notes. Je vais aller consulter les livres que vous nous avez donnés parce qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire que lire en ce moment. On va se commander ça, ces livres-là. La meilleure référence que je peux vous donner, c'est International Ryukyu, ça veut dire les Okinawa, International Ryukyu Karate Research Society. Okay. International Ryukyu Karate Research Society. Évidemment, vous pouvez devenir membre, ça c'est sûr, mais vous avez accès, les ouvrages sont là, mais tout le matériel vidéo est là aussi. OK. Prendre, regarder, s'y intéresser, poser des questions, tout est là. C'est très, très ouvert. Suffit d'être membre. Il faut être membre ou c'est open source? Non.
Pas nécessairement. OK. Il faut payer. Ouais. Faut acheter. Là. Faut acheter le livre en ligne. OK. Oui, acheter le livre, acheter les trucs vidéo qu'on peut télécharger. OK. Mais, puis, membre, pas obligé, mais membre, OK. ça aide à mettre du beurre sur des épinards, comme on dit. OK, ouais. Pour que le mouvement continue à vivre, puis à pouvoir diffuser, puis pouvoir... Continuer comme son travail de continuer recherche. son travail, absolument. Absolument, oui, je comprends. Puis votre école est située où à Montréal? Je sais que vous êtes dans Villeray, mais plus précisément. C'est ça. 83-94, boulevard Saint-Laurent. Saint-Laurent. Oui, sur la rue. On est dans le nord de la ville, tout près du boulevard métropolitain. Puis vous commencez à enseigner, vous les prenez à partir de quel âge, les plus jeunes? On a des groupes de 3-4 ans. 3-4 ans, 7, OK. 8-12, puis 13 et plus. Super. Donc, les gens, de toute façon, ils peuvent vous retrouver sur le site de karatescientifique.com s'ils veulent avoir vos coordonnées. Absolument, absolument. Super. Puis, mais ouais, quand tout ça va être revenu à la normale, évidemment. Oui. Oui, effectivement. Merci beaucoup pour votre temps ce soir. C'était vraiment passionnant. Puis j'espère que les gens vont prendre un peu de ce que vous avez donné comme information pour aller enrichir leur culture des arts martiaux. Mais moi, en tout cas, j'ai trouvé ça fascinant. Merci beaucoup de m'avoir offert cette opportunité-là. Je suis extrêmement touché, honoré. Je suis un bon fan de votre show. Je trouve que c'est excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fait que, on se reparle. Bonne soirée. À vous aussi. Bye-bye. Ciao.